Donc, Charlotte, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et la création de ton entreprise? Alors moi, j'ai travaillé alors je suis architecte. J'ai travaillé 13 ans en agence à Paris. Petit ou gros projet en agence d'architecture. J'ai été licenciée économiquement en 2012, 2011, oui 2012 je crois. À ce moment-là, je me suis posé la question de continuer puisque j'étais arrivée à un poste suffisamment haut pour me poser la question parce que en fait, si je continuais, quelque part, j'allais bouffer la place du patron. Alors du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire autrement. J'ai fait un bilan de compétences, j'ai fait une formation chez Actif. Enfin, j'ai d'abord fait un bilan de compétences pour m'assurer que quelque part j'avais les capacités de mener une entreprise si je me mettais à mon compte. Ensuite, une fois que j'ai fait ce bilan de compétences, il s'avérait que oui, voilà, je pouvais soit retourner à un poste de chef de projet en agence, soit monter ma société. Avec ma famille, il était hors de question de retrouver des horaires en rentrant à 20h ou 22h du soir. Et du coup, j'ai monté ma société dans mon coin, enceinte de ma troisième fille. Voilà. Magnifique. Bravo, 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 bravo. Boris, Oui. excuse-moi Charlotte, on peut dire que ton licenciement économique, c'est une chance? Oui et non, parce qu'il a fait mal, parce que c'était un énorme projet. En fait, j'étais sur un palace à Paris. Ouais. Donc C'est oui, jamais agréable. c'est une chance personnellement et professionnellement dans un sens, même si j'aurais bien aimé que ça continue un peu plus. Ok, d'accord, merci beaucoup. Boris, raconte-nous ton démarrage, ton projet, ton parcours et ton projet. Oui, alors moi, c'est un peu différent parce que moi, j'avais déjà mon projet bien avant la phase de licenciement, parce que j'ai aussi subi un licenciement économique dans mon entreprise. Donc, j'avais déjà l'idée dans ma tête. Et le jour où ça s'est présenté dans l'entreprise dans laquelle j'étais, effectivement, on a subi un licenciement économique. Bah, j'en ai profité pour passer. Enfin, quand on est au pied du mur, c'est le meilleur moment pour réagir. Et j'en ai profité justement dans cette période-là pour faire la formation Créatif, pour un petit peu avoir toutes les étapes nécessaires pour la création d'entreprise. Parce qu'au départ, on n'est pas tellement forcément, on n'a pas tellement la vision de toutes les étapes qu'on va rencontrer, les difficultés qu'on va rencontrer. Donc, c'est bien pratique de pouvoir avoir ça en tête et de se dire, voilà, maintenant j'ai mon spectre de formation, je sais exactement comment monter mon entreprise. Je vais me faire aider dans telle et telle partie, dans celle-là, je vais la contrôler, je vais la mettre en place. Et une fois que j'ai fait cette formation, mon idée elle a commencé à s'accélérer dans ma tête. J'ai rencontré mes futurs associés dans cette entreprise qui est justement dans laquelle j'ai eu mon licenciement. On a commencé à faire le projet numéro 1 de l'application Cogita. Donc, c'est une application qui permet aux gens d'apprendre à jouer de la guitare avec des couleurs, qui est présent sur l'App Store. Je pense que maintenant, on commence à connaître. Tu as raison de faire un peu de pub. Tu as raison. Vas-y. Oui, non, mais il faut expliquer un petit peu parce que c'est Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas simple. Sur des projets, on peut très bien créer une entreprise, typiquement une boulangerie, ou faire. C'est très vaste la création d'entreprise. C'est pour ça que c'est très large tout le spectre que vous couvrez. Et donc moi sur cette partie-là, c'est vraiment une start-up dans les nouvelles technologies. Et j'ai monté justement juste après la formation chez Créatif, j'ai monté l'entreprise en 2012. Et on a commencé à démarrer le projet petit à petit et à mettre en ligne des cours. Et le succès a très, très, très vite été au rendez-vous. Formidable. Charlotte, comment ça a démarré tes premiers mois dans la création d'entreprise? Comment ça s'est passé concrètement? C'était quoi les préoccupations premières? C'était quoi les choses qui étaient les plus importantes pour toi dans le démarrage? Les plus importantes pour moi, c'était de réussir à un challenge financier déjà aussi, parce qu'il fallait, je quittais quand même un poste avec un salaire tout à fait correct. Et
et j'ai plongé un peu dans le grand vide avec des emprunts personnels sur le dos et avec un contexte enceinte qui était un peu sport. Et du coup, mais bon, après, moi, voilà, c'est mon caractère, je suis un peu tenace. Et en fait, le challenge, il a été effectivement assez fort parce que en 2013, bon, j'avais doucement commencé avant d'officialiser même ma société. Mais en fait, en 2013-2014, il y avait très, très peu en fait, c'était une année dans l'immobilier qui était très compliquée, avec peu de rentrées de projets. Et j'ai dû reprendre en 2015 un poste en CDI dans une agence à Paris. En parallèle, je conservais ma société. Ça a été une période qui a été très, très douloureuse parce que très fatigante et voilà, à jongler sur tous les tableaux. J'ai tenu bon, on a suspendu notre emprunt personnel. Je savais personnellement ce que je voulais in fine. Et c'est ce qui m'a permis de tenir, malgré effectivement cette grosse difficulté financière. Voilà. C'est toujours difficile au début. Bravo, oui, c'était difficile. Et toi, Boris, comment tu as démarré? Alors moi, la première chose sur laquelle je me suis concentré, c'était surtout de faire en sorte que je puisse avoir un revenu. Donc, effectivement, quand vous avez la période de licenciement, il faut pouvoir vous assurer le fait qu'il y a des programmes différents en fonction de votre statut, de pouvoir assurer cette partie-là parce que, en fait, effectivement, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même le meilleur investisseur, c'est l'État. Donc, il faut profiter de cette période pour pouvoir créer, pour pouvoir se former. Ça, c'était ma première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, c'était surtout d'assurer le fait de bien choisir mes associés, qu'ils soient des associés qui soient financièrement autonomes. Je pense que c'est très important de prendre ça en compte si on veut s'associer avec quelqu'un, bien sûr. On peut bien sûr, quand on est indépendant, c'est différent, mais quand on veut s'associer, je pense que c'est très important de s'associer avec des gens qui sont déjà financièrement autonomes. Ça libère déjà beaucoup de contraintes. Et puis après, mon troisième objectif, c'était surtout de montrer le produit que j'étais en train de créer le plus vite possible à un maximum de monde pour avoir des retours. Ça a été mes 3 premières occupations quand je suis lancé l'entreprise, c'était ça, pour bien démarrer. Et les premiers clients sont arrivés vite? Oui, parce que nous, comme c'est une application internationale, elle est présente sur l'App Store. On a eu rapidement, tout de suite, beaucoup de téléchargements et beaucoup de retours clients, beaucoup de feedback. C'est super important d'avoir les feedbacks des gens pour pouvoir progresser étape par étape. Bien sûr, bien sûr. OK, très bien. Charlotte, pour toi, les difficultés principales que tu as eues au départ ou les difficultés que tu as pu rencontrer, là, ça fait quand même maintenant un certain temps que tu as ta boîte, que tu la développes. C'est quoi les difficultés que tu ressens au quotidien et à la fois, c'est quoi les enthousiasmes que tu peux avoir? Déjà, en fait, j'arrive à concilier famille et vie professionnelle comme je l'entends. C'est chouette. Avec des hauts et des bas, mais finalement peu de bas. Passer ces difficultés financières qui ont été les plus fortes, je dirais, et du coup, les retentissements familiaux. Mais non, en fait, c'est la satisfaction de mes clients. C'est d'apporter quelque chose qui n'est pas forcément présent autour de moi, même si il y a d'autres architectes. Voilà, chacun sa carte. Donc, c'est de répondre à une demande. C'est de pouvoir un petit peu, parce que j'ai de temps en temps des stagiaires, des freelances. Voilà, malheureusement, je ne pense pas à embaucher. Ça, voilà, ça c'est une autre étape. Mais voilà, et puis de voir que c'est possible et que voilà, que j'arrive vraiment à conjuguer vie professionnelle et vie personnelle. Voilà, et que je pense qu'en tant que femme, en ayant une vie de famille, on a suffisamment de contraintes pour se rajouter en plus des contraintes. C'est clair. D'une société autre que la sienne. Voilà. C'est clair, c'est clair. Donc, en fait, je mène mes contraintes avec celles de mes clients, mais avoir celles de ses clients plus celles de ses patrons, ça faisait beaucoup conjuguer avec les contraintes familiales. Voilà. Donc, pour cette raison-là aussi, c'est gagnant. Voilà. Après, qu'est-ce que vous m'avez dit? Les difficultés que tu as eu à surmonter, etc., les difficultés que tu peux rencontrer.
Alors, les difficultés que je peux rencontrer, c'est de savoir jusqu'où combien je prends de projets sur le dos, est-ce que je m'arrête, qu'est-ce qui va, enfin, c'est détecter aussi le client fiable et celui qui ne l'est pas. Je me suis fait avoir sur des petits montants sympathiques de clients qui ne payaient pas, voilà. Donc ça a été très énervant et puis on ne peut rien faire parce qu'en fait, mener une action en justice, ça coûte un bras et c'est du temps passé. Donc voilà, il y a le client qui ne paye pas, il y a le… Et savoir jusqu'où absorber les clients et s'il faut embaucher, pas embaucher. Voilà. Et puis, c'est toujours compliqué, en fait, ça. Voilà, j'arrive à prendre beaucoup et à dispatcher en freelance aussi. Voilà, donc. Ok. Ouais. La gestion du temps, c'est un vrai sujet. C'est clair. Sujet. Ouais. C'est très important. Et puis il y a des clients qu'on ne maîtrise pas. En fait, on ne maîtrise pas le délai du client. Il y a des clients qui vont très vite, d'autres qui ne vont pas très vite, qui ont besoin de temps. Et en fait, ça peut être, quand je dis temps, ça peut être une semaine, des mois. Et en fait, du coup, la question, c'est est-ce que je prends plus de projets, pas plus de projets et ça, on ne peut pas toujours le savoir. Donc, en fait, il y a une part d'inconnu qu'on doit accepter aussi. Okay. Ouais, ça, c'est sûr. C'est de la gestion de projet, quoi. Ouais, ouais. Boris, pour toi, c'est quoi les aspects? D'abord, la satisfaction. Commençons par la satisfaction. La satisfaction, c'est de créer quelque chose soi-même. Hein. Et d'avoir comme disait Charlotte, c'est d'avoir à un moment donné cette autonomie et d'emmener un projet vers là où tu veux l'emmener et de voir qu'il y a des gens qui aiment ce que tu fais, qui aiment ce que tu es en train de faire. Et puis, c'est ça qui est chouette. Je pense que c'est ça, c'est cette autonomie et toujours être en créativité et de monter quelque chose qui a un intérêt au début local et après un peu plus grand. Et ça dépend des projets. Et là, pour notre cas, c'est mondial, donc c'est chouette. C'est juste énorme, quoi. Il y a pas de… Sincèrement, il n'y a pas de mots pour dire tout ce qu'on ressent quand on crée quelque chose, en fait. C'est unique. C'est unique. Bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr qu'il y a des choses à surmonter, mais ça vaut tellement le coup que moi, je ne reviendrai pas en arrière, c'est sûr. C'est sûr. Énorme. Ça fait plaisir. C'est clair. Ça fait plaisir. Et justement, les difficultés que tu as eues à surmonter, c'était quoi? Moi, au début, ça paraît bête, mais c'était trouver des bureaux. Ah ouais. C'est pas évident au départ et justement c'est pour ça que dans mon domaine et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'on peut faire appel à des incubateurs qui vont écouter votre projet et voir si vous correspondez à leurs idées. Et dans ces cas-là, on peut intégrer des locaux pour des prix très raisonnables. Et puis, en plus des locaux, on a souvent un coach qui nous accompagne et qui nous aide dans toutes les étapes de l'entreprise. Ça, c'est super intéressant. Oui, ça a été vraiment le premier frein, c'est de se dire, voilà, comment on peut démarrer rapidement dans des locaux pour pouvoir commencer à faire des recrutements de stagiaires pour nous aider et ainsi de suite. Ça a été ça la première difficulté. Et après, c'était bien sûr la partie financière. Et là, on a fait appel à des aides telles que la BPI et des prêts d'honneur pour démarrer. Okay. Et le conseil des incubateurs. Ouais. Ok. Ouais. Les bureaux, c'est bête, mais au début, c'est important. Hein. C'est important d'avoir un endroit où, même si on est tout seul, c'est important d'être en dehors de chez soi. Et dans ces lieux-là, on rencontre d'autres personnes, souvent dans tout ce qui est coworking, quoi que ce soit, on rencontre des personnes. Ça nous aide à démarrer, à prendre les bonnes décisions à un moment donné. Ouais, d'avoir un lieu précis pour pouvoir, se poser, quoi. Comme disait Charlotte tout à l'heure, c'est un état d'esprit. On rentre dedans, on se jette dedans, on rentre à la maison, on mélange notre vie privée. Ça, c'est sûr, on mélange notre vie privée et notre vie professionnelle. C'est un conseil que je donne, c'est vraiment impliquer son conjoint ou sa conjointe dans le projet parce que de toute façon, tout sera mélangé. J'insiste aussi sur le bureau, effectivement. Personnellement, j'ai travaillé 3 ans chez moi, ça a été difficile. J'ai décollé à partir de fin 2016, on va dire, à partir du moment où j'ai trouvé des bureaux. Et ça a été difficile de me dire, j'investis pour des bureaux, même à raison de 300 € par mois, parce que les rentrées n'étaient pas encore là. Mais à partir de ce moment-là, en fait, j'ai très vite amorti le prix des bureaux. Et en fait, c'est un facteur d'épanouissement professionnel, parce qu'effectivement, on rencontre des gens, ça va mieux. On est dans une dynamique vraiment autre que celle d'être enfermé chez soi. Ouais, c'est clair.
C'est clair. Puis c'est un nouveau lieu, c'est une nouvelle énergie, c'est du mouvement, c'est des gens, des nouvelles personnes. C'est important de sortir de chez soi, surtout en ce moment où on est tous confinés là. J'ai failli mettre le masque pour la réunion. Et Charlotte, pour revenir vers toi, les conseils que tu pourrais donner aux futurs entrepreneurs, on a un peu plus de 200 personnes qui nous écoutent. C'est quoi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Ce que je dirais, c'est quand on a envie de le faire et quand on ressent vraiment le besoin de le faire, il faut y aller. C'est ça. Pas trop se poser de questions, c'est ça? Non. Puis, après, chacun son caractère. Moi, j'ai un naturel entrepreneur, justement. Je suis assez réaliste, mais je suis assez entrepreneuse. Et en fait, je suis assez jusqu'au boutiste et je pars du principe qu'effectivement, quand on a quelque chose là, on y va, sinon on passe à côté de sa vie. Hein. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Il faut être acteur. Boris, toi, tu pourrais dire quoi Alors moi, je fonctionne beaucoup en méthodologie et donc c'est plutôt des étapes de progression lorsqu'on veut se lancer dans un projet. Déjà, c'est se jeter à l'eau, c'est clair. À un moment donné, même si on est au chômage ou on est entre les deux, on est un petit peu par-ci, un petit peu par-là dans un projet. On n'est pas à 50% ici, 50% par-là, on est à 100% dedans. Donc, c'est qu'à un moment donné, il y a cette prise de décision, un déclic qui doit se créer dans notre tête, se dire qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque quand je monte une entreprise? Mais qu'est-ce que je risque? Pas grand-chose en fait. En fait, on se fait une montagne de cette prise de risque, elle n'est pas grand-chose par rapport à tout ce qu'on peut gagner humainement déjà, parce que c'est une expérience humaine. C'est super important de se dire je vais me lancer dans quelque chose qui va me transformer. De toute façon, quoi qu'il arrive derrière, ça va me transformer humainement. Ça, c'est important, c'est cette première étape. Surtout, après, c'est d'avoir une vision de son projet. C'est de se dire, OK, je vais aller sur un secteur où il y a peut-être de la concurrence, mais qu'est-ce que je peux apporter de différent dans mon projet pour pouvoir percer dans un domaine? Apporter sa différence dans un projet. Donc, quand on se lance, pour moi, c'est important d'apporter sa différence. Après, c'est d'écouter ses clients, mais ça va de soi. Il faut bien écouter ses clients. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des feedbacks. Quand les gens vous donnent des informations, il faut les prendre en compte pour améliorer votre produit, enfin votre projet, votre produit, votre entreprise, pour pouvoir performer dans ce domaine-là. Ensuite, ça serait plutôt d'essayer d'automatiser tout ce qui est tâches assez compliquées qu'on a tous les jours continuellement, qui sont des tâches répétitives. À partir du moment où une tâche est répétitive, c'est qu'il faut l'automatiser. Il faut prendre ça en compte parce que, comme tu disais tout à l'heure, Guillaume, le temps pour un entrepreneur, c'est capital. Son temps, son propre temps. Et s'il n'est pas optimisé, on fait beaucoup d'erreurs. Et donc, Charlotte en parlait tout à l'heure avec les clients, elle disait certains clients il ne faut pas s'en occuper parce que c'est des mauvais payeurs. Ça aussi, il faut savoir le faire, il faut savoir se concentrer sur les clients qui sont bien et qui payent vraiment au bon moment et qu'il n'y ait pas de retard de paiement, parce que ce sont ces clients-là qui vont faire monter l'entreprise en fait, et pas les petits qui eux ne paieront pas et qui seront ça va durer des plombes avant qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc ça, c'est important aussi de bien connaître ses clients et de gérer son temps. Et pour vous deux, pour Charles déjà et pour toi ensuite, Boris, quelle est la place du réseau là-dedans? Quelle est la place de votre propre réseau? Est-ce que c'est un truc qui a compté dans votre démarche? Est-ce que c'est encore un truc qui compte aujourd'hui dans la gestion de votre entreprise? Votre réseau personnel, votre réseau professionnel, comment vous réagissez? Comment ça se gère ça? Alors, en ce qui me concerne, réseau personnel d'abord, forcément, et puis après, plateforme professionnelle, Internet, qui ont été un peu déclencheurs, effectivement. Et après, il faut trouver un peu une plateforme niche pour voilà, c'est ce qui a été mon cas, en fait. C'est ce qui m'a fait un peu décoller. Les plateformes niches, oui, effectivement, oui, qui permettent de créer un réseau dans son domaine, effectivement. Mais comme tu dis, Charlotte, il y a le côté personnel, enfin, surtout le premier réseau familial.
Ouais. Parce qu'on n'y pense pas, hein, souvent. Des fois, notre futur associé, il est juste à côté, on ne le voit même pas. Ouais. Des fois, c'est le futur associé, il n'est pas très loin de nous, mais seulement on n'y fait pas attention. On pense toujours qu'il faut aller chercher ailleurs, loin. Des fois, c'est souvent à côté qu'on a le futur associé, voire notre futur conseiller dans notre premier entourage familial. Et ensuite, après, c'est très important de garder les réseaux qu'on développe, typiquement tel que celui de Créactif, qui est un énorme réseau. Et il y en a d'autres, mais c'est important de garder ce genre de contact parce qu'à un moment donné, vous allez échanger avec telle et telle personne et vous allez avoir l'information dont vous aviez besoin. Vous ne l'aurez pas eu autrement. Et puis, c'est important de se rendre compte de ça, que le réseau, ça se maintient et c'est super important d'avoir un bon réseau de qualité. Le but, ce n'est pas la compétition. Hein. J'ai vu une question passer sur la plateforme niche. Alors, c'est moi qui fais comme ça. En fait, je parle des plateformes spécialisées. Chacun son domaine. Moi, ça peut être les plateformes sur l'architecture voilà, qui mettent en exergue les projets des architectes. Et je suis sur plusieurs plateformes. Voilà, ce genre de choses. Ouais. Ce que je veux dire, moi, je suis frappé justement chez Créactif que les réseaux se créent aussi pendant les formations et que les échanges qu'on a avec les personnes qui se forment et les personnes qui se forment entre elles, même avec des secteurs d'activité complètement différents qui n'ont rien à voir, il n'empêche que les problématiques de créateurs d'entreprise, finalement, quelle que soit la création d'entreprise que l'on entame, elles sont à peu près les mêmes. Et cette espèce de réseau qui permet qu'on fasse ensemble, ou on échange ensemble sur un certain nombre de problématiques qui nous arrivent comme ça, et finalement, c'est très… ça fonctionne très bien. Et souvent, je suis frappé quand j'anime des groupes chez Créactif, que des groupes WhatsApp se créent et que les gens réseautent entre eux. Voilà, et puis continuent par la suite, en ayant créé leur boîte, de continuer à réseauter et à s'envoyer des informations, échanger des informations, etc. C'est vraiment très, très intéressant de constater ça. Et ce que ça tu arrive dis, souvent Maurice, est très juste, c'est-à-dire que les réseaux de proximité, l'implication de son conjoint, de la famille, etc. Parce que de toute façon, voilà, on est… Typiquement, moi je parle pour mon expérience personnelle. Lors de ma formation Créactif, j'ai rencontré à la fois un futur salarié et un futur associé. Génial. Donc, un investisseur plus particulièrement. Donc, dans ce jour de cette formation, le premier jour de la formation, j'ai rencontré des gens, je savais déjà qu'il y avait dû avoir des liens. Mais juste le premier jour. Et ça s'est avéré vrai longtemps après. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que à un moment donné, les personnes qu'on croise dans notre vie, à un instant T, on ne s'en rend pas forcément compte qu'elles peuvent avoir une interaction avec nous. Mais à partir du moment où on les garde dans notre réseau parce qu'elles correspondent à notre univers et à notre façon de voir les choses, à un moment donné, il y a des chemins qui se croisent et on découvre qu'on peut faire des choses ensemble. C'est super, super important en fait. C'est la base de tout, c'est l'être humain. Hein. On est d'accord. J'ai envie de vous dire que plus vous faites partie de communautés, groupes, plus vous allez élargir votre réseau, que ce soit sur les réseaux sociaux du net ou les réseaux physiques, votre tennis club, tout ce que vous pouvez, toutes les communautés auxquelles vous pouvez appartenir, en fait, vont créer votre réseau. Mais c'est important d'aller rencontrer les gens aussi. Parce que humainement, quand on rencontre les gens, il se passe autre chose. On ne peut pas percevoir en échange de messages numériques, on ne perçoit pas forcément les gens. Et quand on va à la rencontre et commence à discuter et à approfondir les choses, des fois, on est très surpris du bon côté et du mauvais côté aussi. Hein. Je pense que c'est important d'aller voir les gens, d'aller dans les salons, de rencontrer les concurrents, comme tu disais tout à l'heure, Guillaume, de parler, parce que des fois aussi, on peut trouver des futurs associés ou des futurs partenaires chez les concurrents et ainsi de suite. Hein. C'est clair, hein, c'est comme ça, hein, ça se passe comme ça. C'est une question d'affinité entre des personnes. Il reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions, les participants, dans le chat? Faut-il se méfier des associations familiales, risque en cas d'échec ou mésentente? Charlotte, tu veux répondre? Alors, moi, je n'ai pas fait d'association parce que j'ai vu
à travers les expériences que j'ai pu avoir des associations qui étaient parfois malheureuses. Et nous, quand on s'associe et qu'en plus on est lié par l'ordre des architectes, c'est un peu compliqué. Donc finalement, tout seul, c'est très bien. Alors moi, oui, c'est un petit peu similaire. Moi, personnellement, je déconseille l'association dans la famille et aussi bien dans la famille qu'avec des amis. Je déconseille, pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas forcément le bon regard sur cette personne-là, puisqu'on est déjà, entre guillemets, on est déjà dans le projet, elle est proche de nous, on la connaît, donc on n'ose pas dire les choses. Donc il y aura beaucoup de choses floues qui ne seront pas tellement directes. Et je pense qu'avec quelqu'un de l'extérieur, on est plus direct, on est plus franc, on va plus vite dire l'essentiel, alors qu'avec un ami ou quelqu'un de la famille, c'est plus compliqué, puis on risque de se fâcher, de perdre son ami ou de se fâcher avec quelqu'un de sa famille. Après, je ne dis pas que ça peut réussir, bien sûr, il y a des entreprises familiales qui réussissent, mais c'est quand même plus difficile pour moi, je trouve. Oui, c'est vrai oui, c'est vrai que de toute façon, les associations familiales, c'est souvent, ou amicales, c'est souvent, ça peut être compliqué, ça peut être difficile de faire ça. Est-ce que, c'est quoi vos fiertés principales à l'un et à l'autre? Vas-y, Charles, vas-y. Non, moi, la fierté, c'est de l'avoir fait. Déjà, monter ma et que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, ça marche aussi bien que ça marche même mieux que ce que je pensais. Génial. Super. C'est cool, ça. Moi, c'est plutôt le fait de se dire qu'à un moment donné, on a pivoté plusieurs fois dans le projet pour sentir l'endroit où il fallait aller pour trouver le chemin le plus porteur, en fait. C'est ce qui est intéressant, c'est de se dire et avoir cette capacité de bouger, parce qu'on souvent, on est très sur des rails, on n'a que cet objectif, c'est là où on veut aller. En fait, on a des signaux à droite, à gauche, on ne les écoute pas ou on n'écoute pas les gens qui sont des bons conseillers. Et on nous donne des informations, on ne les écoute pas et on continue sur nos rails. Et je pense que c'est une erreur. Il faut savoir être ouvert et de se dire, tiens, je peux peut-être changer un petit peu mon chemin. Et souvent, quand on fait ça, quand on sort un petit peu de l'autoroute, on prend les sentiers battus, eh ben, on se rend compte que c'est là qu'il fallait aller. Mais le problème, c'est qu'on ne le sait que quand on y va, dans ces petits sentiers battus. C'est ça la difficulté, en fait. Mais oui. Je vois une question. Combien de temps ça a pris pour atteindre votre chiffre d'affaires? En ce qui me concerne, ça a mis 3 ans à peu près. Moi aussi, 3 ans. Oui, bonjour. Vas-y. J'ai une question. Je voudrais savoir aux deux présentateurs quels sont les outils que vous avez mis en place pour monter votre entreprise de A à Z. Est-ce que vous avez fait une étude de marché? Est-ce que vous avez fait un business plan? Et quels sont les outils que vous avez mis en place pour monter votre activité? Je parle aussi vraiment de tous les outils nécessaires qui vous ont permis de mettre en place votre activité avec le prévisionnel financier et tout. Vas-y, Charlotte. Alors, moi, je l'ai fait grâce à Créatif parce que j'étais pas forcément… Alors, grâce à mon bilan de compétences et grâce à au stage, à la formation que j'ai eue chez Créatif qui m'a aidé à faire mon prévisionnel et tout ça que je ne savais absolument pas faire. Pour moi, c'est un peu pareil, puisque justement, moi, j'avais pris la longue formation, c'est la formation qui était assez longue sur le Créatif, donc effectivement, on apprend à maîtriser, à faire un business plan. Je suis parti de ce modèle-là, et au fur et à mesure des années, je l'ai amélioré, puisque l'entreprise a évolué, mais je suis parti d'un modèle Excel. En fait, ce n'est pas l'outil qui va faire la réussite de votre entreprise, c'est vraiment la façon de penser que vous allez avoir, c'est la méthodologie qu'on va vous inculquer pendant ces formations qui vont vous permettre de choisir vous-même vos outils ou pas, parce qu'on peut très bien réussir une entreprise avec un seul fichier Excel. À partir du moment où on commence à bien le maîtriser et on comprend ce qui se passe dans ce fichier, on comprend les aléas et les intervenants dans ce fichier Excel. Après, les outils, je peux dire que ça dépend des métiers, ça dépend de la personnalité de chacun, en fait, parce qu'on peut être aidé aussi par l'extérieur, par son expert comptable qui peut nous aider sur les parties du business plan. On peut avoir ses propres outils sur des plateformes en ligne pour pouvoir les interconnecter entre elles.
Donc, ça dépend des gens, en fait. Mais le plus important, je pense, c'est d'avoir cette vision du business plan et de le maîtriser. Parce que c'est le moteur de tout, c'est lui qui vous donne les informations de tout ce qui se passe. Bien comprendre son business plan, bien comprendre ce qui se passe, les dépenses et les rentrées et comment les maîtriser. Avec un seul fichier Excel, il n'y a pas besoin de plus. C'est long de fabriquer un business plan, Boris? Ouais, je pense qu'il faut entre 1 à 2 semaines, oui, pour qu'il soit affiné, je pense. Pour que le business plan devienne performant, il faut à peu près 6 mois. Pour mon cas, moi. Après, ça dépend des métiers encore. Alors, il y a 2 petites questions, notamment une, avez-vous trouvé un équilibre vie privée, vie professionnelle? Si oui, au bout de combien de temps après la création de votre entreprise? Vas-y, Charlotte. Alors moi, je l'ai toujours cherché et j'ai envie de dire que je l'ai trouvé parce que je l'ai mis en place un petit peu dès le départ. Après, moi, voilà, j'ai mis mes limites. C'était plus difficile à trouver quand je travaillais chez moi pendant les 3 premières années qu'une fois les bureaux trouvés et où j'ai un peu plus cloisonné les choses et j'ai un peu plus respiré d'ailleurs. Voilà, mais voilà. Et une autre petite question, est-ce que vous déléguez certaines tâches administratives, genre la compta, le marketing, ou vous gérez vraiment tout seul? Alors moi, je délègue. Alors moi, j'ai un comptable, mais je prémâche ma comptabilité, donc ça me prend quand même un peu de temps, donc je suis en compta simplifié. Et je délègue peu l'administratif parce que je suis assez organisée et j'aime bien que tout soit fait par moi-même. Tu as raison. En fait, c'est un peu similaire. Je prends l'essentiel des informations que je dois fournir. Après, je délègue tous les éléments importants parce que ce qui est important, c'est de se dire on vous attend aussi sur cette partie administrative, mais on vous attend aussi sur le cœur de votre métier. C'est là où il faut être le plus présent. Donc, c'est pour ça que je me concentre sur le cœur de métier, mais effectivement, je délègue pas mal de choses pour pouvoir être libéré de cette partie-là. On est obligé de fournir des éléments quand même. Okay. Alors, on va terminer avec une dernière petite question de Vanessa qui vous demande, Charlotte et Boris, est-ce que vous aviez déjà un profil d'entrepreneur ou une appétence pour l'entrepreneuriat avant de vous lancer? En ce qui me concerne, oui. Et je l'ai vérifié toujours après ce bilan de compétences, avec ce bilan de compétences, voilà, qui indiquait qu'effectivement, j'avais un profil d'entrepreneur réaliste et créatif. Voilà. Moi, j'avais déjà monté une entreprise donc, que j'avais dû fermer. Donc, c'était pour moi, enfin, un échec, ce n'est pas un échec puisqu'on apprend toujours. Mais oui, j'avais déjà un profil entrepreneur et justement, la deuxième entreprise m'a permis de faire moins d'erreurs sur cette deuxième lancée.